Mathieu Bock-Côté, je voudrais vous poser une question sur l'Ukraine. Vous êtes intellectuellement dans le camp de ce qu'on pourrait appeler les souverainistes. C'est d'ailleurs un mot qu'on a importé du Québec. Vous avez été de ceux, vous, qui n'avez jamais sous-estimé la menace russe, je tiens à le dire, mais beaucoup dans le camp souverainiste, nationaliste, populiste, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ont sous-estimé cette menace-là, pensaient que Vladimir Poutine n'envahirait pas l'Ukraine et qu'il n'était pas un adversaire finalement pour l'Europe et pour les sociétés occidentales. Comment vous expliquez cette erreur d'analyse? Je pense qu'il y avait une fascination dans le camp conservateur, dans le monde occidental, une forme de fascination pour une figure du rédempteur extérieur. C'est-à-dire, nos sociétés sont aplaties, nos sociétés sont décadentes, nos sociétés sont devenues étrangères à elles-mêmes. Donc, on va chercher à s'appuyer sur un levier extérieur qui, par ailleurs, prétend se poser comme contre-modèle de notre décadence présente, mais qui serait en fait notre véritable modèle oublié. Et il y a eu cette fascination dans une partie donc, de la droite, chez les souverainistes, les conservateurs, en se disant la Russie porte finalement un discours dont on peut s'inspirer pour se reconstruire soi-même. Ça m'a toujours fasciné, je peux me permettre, dans une partie des souverainistes français, cette fascination pour le rédempteur extérieur. Ça a pris plusieurs visages dans l'histoire. Pour certains, ça peut être de manière... autant c'est les États-Unis, ou la Grande-Bretagne, ou l'Allemagne, ou la Hongrie, ou la Russie. Et je trouve que pour ces souverainistes, en fait, il manque de confiance en leur propre capacité de redressement national sans s'appuyer sur une capitale extérieure. Premier élément. Deuxièmement, on oublie à quel point ce discours relevait de la propagande de la part de Poutine, qui savait qu'il y a une finesse d'analyse, on ne lui contestera pas ça, des faiblesses du monde occidental, et qui cherchait à jouer justement sur nos propres fidèles avec une propagande visant à exciter les tensions chez nous et à se présenter justement lui-même dans le rôle du gardien de la civilisation, de la barrière devant... celui qui allait nous empêcher de nous effondrer nous-mêmes, qui se présentait comme l'allié des forces qui, à l'intérieur du monde occidental, voulaient résister à cette décadence. Donc, c'est à la fois une fascination de l'intérieur et une propagande de l'extérieur. Ajouter une autre chose, je crois, c'est que chez certains souverainistes, il y a une fascination pour l'Empire plutôt qu'une défense spontanée de la nation. C'est paradoxal, mais très souvent, chez certains souverainistes, pas tous évidemment, entre la Russie et l'Allemagne, on considère qu'il y a une collection de petites tribus oubliées, un peu secondaires, qui doivent quand même pas empêcher la grande histoire de se déployer. Alors peut-être aux pays de l'Est, notamment d'Europe centrale. Les Baltes, les Polonais, on peut faire la liste de ces pays qui sont toujours concernés. Combien de fois ai-je entendu, on va quand même pas permettre aux Baltes ou aux Polonais de façonner l'histoire du monde. J'entendais souvent, par exemple, cette idée comme quoi la France ne devait pas fonder sa politique à partir des intérêts baltes ou des intérêts de la Pologne. J'entends l'argument à condition qu'on entende l'argument suivant. Alors on ne demandera pas ni aux Baltes, ni aux Polonais, ni aux autres peuples de fonder leur politique en fonction de la conception des souverainistes français. Et pour ces peuples-là, l'extension de l'OTAN, quoi qu'on en pense, on peut penser que c'était maladroit, malhabile, mais de leur point de vue, si on cherche à en tenir compte, de leur point de vue, l'extension de l'OTAN, c'était pas l'extension impériale de l'Amérique, c'était se placer sous une protection à côté d'un voisin, la Russie, qui a la fâcheuse tendance à voir l'indépendance des peuples qui l'entourent à la manière de provinces rebelles à mater de temps en temps, parce que un étranger proche qu'il faudrait mater pour être capable de construire un glacis de protection contre un Occident détesté. Et peut-être justement mon tropisme québécois qui m'amenait à prendre spontanément pour les petites nations devant les empires qui ont la fâcheuse tendance de vouloir les aplatir. Et finalement, ce qui est particulier chez certains souverainistes, pas tous, j'insiste, vraiment pas tous, c'est l'oubli de la nation. Autrement dit, une préférence pour l'Empire plutôt que pour la nation. Et devant cela, moi qui chante l'enracinement, l'identité nationale, la frontière, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, j'ai l'impression que ces vertus sont plutôt bien représentées par les Ukrainiens qui se battent pour défendre leur indépendance nationale devant un empire qui considère que l'indépendance des peuples qui l'entourent est une variable secondaire dans son désir de puissance. Et ça, je crois que c'était la part manquante. Ensuite, je pense que depuis un an, l'immense majorité des gens qui soit se sont trompés, soit ont eu une erreur d'analyse, se sont corrigés devant les faits s'imposent. La réalité s'impose. Mais je pense que jusqu'au dernier moment, plusieurs ont vu... Alors, moi, j'accepte l'idée, d'autant que là-dessus, je ne croyais pas que l'invasion arrivait. Comme tout le monde, j'étais un peu surpris. Je la redoutais à long terme, mais pas à court terme. Cela dit, une fois que l'invasion a eu lieu, je pense que à peu près tous ceux qui ont l'esprit à peu près équilibré se sont dit, l'histoire a désavoué une certaine grille de lecture, elle a tranché, et maintenant, il existe à la fois un sens du patriotisme national qui est fondamental, auquel j'adhère, et quelque chose qui s'appelle le patriotisme occidental qui doit s'activer dans ces moments-là. Je ne suis pas certain, par ailleurs, que Mme von der Leyen et les autres bureaucrates soient de bons représentants du patriotisme occidental, mais c'est une autre question.